Bien, alors bonsoir tout le monde. Et effectivement, à 1h30 de la sonnerie du Yom HaZikaron, je veux parler du Yom HaZikaron comme un jour qui nous grandit, un jour où on voit qui étaient ces héros qui ont donné leur vie pour qu'on puisse, nous, aller nous promener dans les rues de Jérusalem ou de Tel Aviv, vivre notre vie, aller au café, se promener avec nos enfants. Et ils ont laissé des lettres souvent incroyables. Alors ça, c'est la première chose dont je veux parler, bien sûr, c'est l'être incroyable de soldats. Je viens de dire dans l'introduction que je viens d'écouter un interview avec Yitzhak Sharvit, dont le fils Harel, officier, est tombé à Gaza, et il disait qu'il faut arrêter de parler de soldats tombés. On a traduit ça de l'européen, les Français parlent de soldats tombés au champ d'honneur, les Anglais parlent de fallen soldiers. Il a dit, nous on a traduit ça en hébreu par Noflim, ceux qui tombent. Il dit, il faut parler de ceux, des Olim, ceux qui montent dans la Kedusha et qui sont à côté du Kisei HaKavod pour guider Am Israël. Bon, j'aime beaucoup, alors je m'excuse pour le titre qui a déjà été, j'ai déjà employé le mot de tomber, mais je le change, ceux qui sont montés. Et dans cette conférence, je l'ai élargi, c'est-à-dire qu'on va pas seulement parler de soldats de Tsahal à la guerre Kharod Barzel, bien que j'ai devant moi 4 livres qui parlent de combats de Kharod Barzel avec des lettres, des dernières lettres de soldats. Vous voyez devant vous la photo, je vous ramène en 1942, je commence bien avant l'État d'Israël. Je vais parler des lettres, des dernières lettres qu'ils ont laissées. Je vais parler aussi de qui ils étaient avant d'écrire cette dernière lettre. Et je vais parler un petit peu, quelques mots après, de qu'est-ce que nous faisons pour les garder vivants parmi nous. Et je commence une dette d'honneur par Marianne Cohn. Marianne Cohn, qui est une réfugiée, une jeune réfugiée d'Allemagne qui fuit le nazisme, se réfugie en France. Et en France, elle rejoint la résistance. Et dans le cadre de la résistance, elle va conduire des convois d'enfants vers la Suisse. À partir de 1943 et l'abolition de la zone libre, il n'y a plus de zone tranquille en France et la souricière se referme. Il y a une échappatoire, c'est la Suisse. La Suisse donne le droit d'asile, mais uniquement aux enfants, aux femmes avec enfants. Il y a des limites très claires. Et il faut donc convoyer des enfants vers la Suisse, traverser la France avec tous les contrôles de la police allemande, de la police française, de la milice, des gosses qui ont des faux papiers, et les accompagner jusqu'à la frontière. Bien sûr, il ne s'agit pas de passer une frontière de façon officielle, les Allemands ne permettront pas. Il s'agit d'arriver près de la frontière, et là, des passeurs feront passer la frontière aux enfants, et elle repart chercher son prochain convoi. Marianne Krohn donc fait ce travail très dangereux de convoyer ses enfants en situation illégale. Dans un des convois, elle sera arrêtée à Annemasse, près de la frontière suisse, près de Genève, et elle sera internée par la Gestapo, elle sera torturée et finalement fusillée. J'ai dit c'est une dette d'honneur parce que si je suis là à vous faire une conférence, c'est grâce à elle, à Chef Yikom Dama. Marianne Cohn a fait passer mes deux parents dans deux convois différents. Mon père était caché à Lyon, ma mère à Limoges, et ils sont passés en Suisse grâce à Marianne Cohn. Elle, dans un des convois, a été arrêtée et a été, comme je l'ai dit, assassinée. Elle a d'ailleurs remplacé une jeune fille qui faisait ça avant elle, Mila Racine, qui elle aussi a été arrêtée. Et Mila Racine n'a pas été fusillée sur place, elle a été transférée au camp de Ravensbrück où elle était tuée par un bombardement des Alliés vers la fin de la guerre. Elle non plus n'a pas survécu. Alors, quelle est la lettre de Marianne Cohn? Eh ben, Marianne Cohn, je vous ai dit, elle est internée dans la prison à Annemasse. Elle est torturée pour qu'elle donne les noms du réseau, qu'elle livre ses amis. Et elle a écrit une dernière lettre, bien sûr, pas une lettre officielle, pas une lettre qu'elle a envoyée par la poste, mais elle a gravé sa lettre sur les murs de la prison. Et voilà ce qu'elle a inscrit. Bon, elle a inscrit ça sur les murs de la prison. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez au pied des chaussures avec des clous.
Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier ses amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le bourreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain. Alors, elle n'a pas trahi et elle a été assassinée à Annemasse, à Chamikum Damo. Pour rappeler son souvenir, puisque j'ai dit qu'on veut aussi, je veux aussi, en plus de la dernière lettre, qu'est-ce qui nous rappelle la personne aujourd'hui? Alors, tout d'abord, il y a l'excellent livre de Magali Catorza qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, qui raconte l'histoire de Marianne Cohn. Et à droite, un jardin à sa mémoire. Il y a aussi une école à Annemasse qui porte son nom. Pour se rappeler, vous voyez, ce jardin créé par ses amis et compagnons de lutte est à la mémoire, est dédié à la mémoire de Marianne Cohn, 1922-1944, héroïne de la résistance juive en France. Alors, vous avez vu, j'ai un petit peu des problèmes, je suis un petit peu trop sensible, j'ai un peu du mal à faire cette conférence. J'espère que j'arriverai jusqu'au bout. La prochaine personne dont je voulais parler, c'est Hannah Senesh. Hannah Senesh, elle n'est pas née en Allemagne, elle est née à Budapest en Hongrie, dans une famille libérale qui est très très hongroise. Son père, Béla Senesh, est un écrivain, est un journaliste hongrois. Lui, il est décédé quand Hannah était encore très jeune. Et c'est sa mère, Katrina Senesh, qui l'éduque. Et elle va rencontrer l'antisémitisme à Budapest. Alors, l'antisémitisme va faire réveiller sa fibre juive. Elle va commencer à poser des questions. C'est quoi être juif? Et elle va rejoindre les cercles sionistes. Elle a tout de suite voulu partir en Israël déjà à 14 ans. Ses parents n'ont pas, sa mère n'a pas permis. Après l'école. Et quand elle finit l'école, en 1939, elle monte en Israël. Elle étudie l'agriculture dans l'école de Hannah Meisel. C'est l'école de Nahalal qui a formé les agricultrices. Enfin, au début du sionisme, on était très macho, c'est-à-dire que, bien sûr, on a créé le kibbutz, le moshav, et donc on veut créer l'homme juif nouveau qui n'est plus le juif du shtetl penché sur sa machine à coudre de Schneider, de couturier ou le cordonnier, mais on veut un homme juif avec des muscles bronzés par le soleil qui travaille dans les champs, mais ça c'est pour les garçons. Les femmes, elles ont un travail tout tracé. C'est d'être à la buanderie pour laver les habits, c'est d'être à la cuisine pour préparer le repas des Chaverim. Et Hannah Meisel décide de fonder une école qui va former les filles aussi au travail de l'agriculture. Alors c'est vrai qu'en Israël, il fait très chaud, le terrain est très rocailleux et c'est très difficile. Donc elle va essayer de leur apprendre à faire des potagers, à élever des oiseaux de basse-cour, à traire les vaches, à s'occuper d'apiculture, des métiers qui sont un peu moins physiques, mais de façon à être elles aussi des femmes nouvelles, comme les garçons qui veulent être des hommes nouveaux, d'être des femmes nouvelles qui font de l'agriculture et ne se cantonnent pas aux métiers traditionnels des femmes dans la société. Et donc, de là, elle va aller au kibbutz, elle va rejoindre le kibbutz de Sdot Yam, près de Césarée. Et en 1943, elle se porte volontaire pour rejoindre les rangs de l'armée anglaise. Il faut se rappeler que l'armée anglaise est la seule armée en Europe qui se bat contre les Allemands, puisque... Non, en 43, il y a déjà les Russes, pardon. Au début, il n'y avait pas... en 1940, fin 40-41, les Russes sont alliés de l'Allemagne jusqu'à l'opération Barbarossa en juin 41. La France a bravement capitulé, comme tous les pays européens, depuis la Norvège jusqu'au Balkan, en passant par la Belgique, la Grèce, etc. Les États-Unis sont dans l'isolationnisme, et en fait, le seul pays qui se bat contre les Allemands, ce sont les Anglais. Et donc, Ben Gurion décide qu'on arrête la guerre contre les Anglais. On a beaucoup contre les Anglais parce que même pendant la Shoah, ils continuent à fermer les portes d'Eretz Israël. Mais c'est le seul pays qui se bat encore contre l'Allemagne. Et donc, 30 000 Juifs d'Eretz Israël vont rejoindre l'armée anglaise. Hannah Senesh en fait partie. Les Anglais vont créer une force de commando qui va s'appeler Plugot Mahatz, ou en hébreu, en raccourci, en acronyme Palmach. Le Palmach a été fondé par les Anglais. Et dans le cadre de ce Palmach, ils fondent une section de parachutistes destinée à être parachutés derrière les lignes allemandes. Le but, c'est d'amener les codes à la résistance dans les pays occupés, mais ils ont un deuxième rôle qui leur est donné par l'agence juive, de faire le lien avec les communautés juives et de les prévenir du massacre imminent, puisque quand elle part en mission en mars 44, c'est
la Shoah des Juifs de Hongrie n'a pas encore commencé. Ils se sentaient protégés par l'amiral Horthy. Et un des buts était de leur dire ne montez pas dans les trains, ce que va leur dire Kastner, qui va lier partie avec le diable, ou comme disent d'autres, il n'a pas fait de pacte avec le diable, c'était le diable lui-même, puisqu'il a dit aux Juifs de Budapest, montez dans les trains, vous allez dans les camps de travail, il n'y a pas de problème. Il a essayé de calmer les Juifs. En contrepartie, il a reçu un train, là, le train de Kastner, pour sauver ses proches, mais il a en fait endormi les Juifs de Hongrie qui n'ont pas compris où ils allaient en montant dans les trains qui allaient vers les fameux camps de travail. Hana Senesh a été trahie, elle a été arrêtée, elle a été torturée. Pour la faire craquer, ils ont amené sa mère, Katrina, pour essayer de faire craquer Hana Senesh. Elle ne craque pas et elle sera condamnée à mort et fusillée à Budapest. Elle a écrit une dernière lettre quand elle est dans l'avion qui l'amène vers la Hongrie, enfin, elle va sauter en Slovaquie, oh, pardon, Yougoslavie. Euh, et elle écrit une dernière lettre. On le sait parce que les pilotes de l'avion témoignent que jusqu'au dernier moment, elle est en train d'écrire une lettre. J'essaie de retrouver la lettre, je ne l'ai pas retrouvée pour la conférence. Je l'ai quelque part, je crois. Je ne sais pas si on l'a ou si je l'ai. J'en ai une fois parlé, donc il faut que je cherche. Je n'ai pas réussi à la trouver, donc la dernière lettre. Mais c'est pas obligé d'être la dernière lettre. On peut donner une lettre qui est peut-être pas la dernière, mais qui est restée le testament de Hana Senesh, que en Israël, il est enseigné dans les écoles. Cette lettre où Hana Senesh dit Ashrei Hagafrur Shenisraf Vehitzit Levavot, heureuse l'allumette qui a brûlé, mais en brûlant, elle a allumé des grandes flammes. Ashrei Haleava Sheba'ara Besitre Levavot, heureuse la flamme qui a brûlé au secret des cœurs. Ashrei Halevavot She'adu Lachdol Bechavod, heureux les cœurs qui ont su cesser de battre dans l'honneur. Ashrei Hagafrur She'nisraf Vehitzit Levavot, heureux l'allumette qui a brûlé, mais a allumé des cœurs. Là, il y a une autre version que ce qui est marqué. Et elle écrit ça à Serdice dans le camp d'entraînement où elle se prépare à sa mission. Alors, c'est peut-être pas la dernière lettre, mais c'est un dernier message. Et je pense que le message le plus connu, parce que Ashrei Gafour a aussi été mis en musique et il y a un chant, mais je vous mets une chanson de Hana Senesh qui est plus connue, qui est aussi un message d'espoir qu'elle nous a laissé. Donc ce poème que Hana Sanesh écrit sur la plage à côté de son kibbutz d'Otiam, Eli, Eli, Shlogamer Lolam, mon Dieu, que ne finisse jamais Barak Hashamayim, la brillance du ciel, et la mer, et le sable, et la prière des hommes, c'est son testament. Donc c'est peut-être aussi la dernière lettre, même si c'est pas la dernière de façon chronologique, mais c'est la lettre qui nous est restée de Hana Sanesh que tout le monde connaît en Israël et aussi en dehors d'Israël. Alors, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de Hana Sanesh? Ben, il nous reste sa tombe qu'on peut visiter au mont Herzl à Jérusalem. Vous la voyez à gauche, c'est le carré. En fait, c'est pas le carré, c'est le cercle des parachutistes. C'est un carré, on appelle ça en français un carré, mais c'est en cercle. Et vous voyez les parachutistes, on a trois parachutistes dont on a reçu les corps, donc Hana Senesh ici, et à côté d'elle, Chaviva Reich et Raphaël Reiss.
et encore quatre autres parachutistes dont on n'a pas reçu les corps, et donc il y a juste une plaque commémorative, c'est en forme de V, vous voyez la forme du V, le V de la victoire, de Victory de Churchill, et il y a un kibbutz, au kibbutz de Sdotiam où elle a habité. Euh, il y a d'abord un kibbutz Yad Hana qui porte son nom, et au kibbutz où elle habitait, à Sdotiam, il y a un musée Hana Senesh avec cette statue qui était aussi d'abord à Budapest. Et en 1950, comme je l'ai dit, les Hongrois nous permettent de recevoir son corps. Son corps est transféré de Hongrie, de Budapest, qui était sous régime soviétique à Vienne, de Budapest à Vienne, et de Vienne, il est récupéré par l'armée israélienne, et c'est un bateau militaire de l'armée israélienne qui va transporter en Israël. Et de là, elle arrivera à Haïfa, et de Haïfa, il y aura tout un cortège funéraire qui passera par Haïfa, par le kibbutz Dotiam, et finira à Jérusalem, au Mont Herzl. La prochaine personne dont je vais parler, c'est une jeune fille qui s'appelle Bracha Fuld. Alors, Bracha Fuld, vous voyez qu'en gras, ceux qui lisent l'hébreu, je n'ai pas marqué Bracha, j'ai marqué son nom le nom duquel elle a été appelée quand elle est née. Bracha Fuld est née en Allemagne sous le nom de Barbara. Et pourquoi Barbara? Parce que son père était un officier, un fier officier prussien, un officier d'artillerie prussien à la Première Guerre mondiale. Et Sainte Barbara, c'est la patronne des artilleurs. Donc, il a appelé sa fille Barbara en l'honneur de Sainte Barbara, pas sainte patronne, du corps de l'artillerie, dont il fait partie très fièrement. Quand Hitler monte au pouvoir, bien sûr, il est convaincu que lui n'aura pas de problème. Il est citoyen à part entière. Il s'est battu à la Première Guerre mondiale. Quand il comprend, après la nuit de cristal, qu'il n'y a pas d'échappatoire pour les Juifs et que ces médailles ne l'aideront pas, il se suicide. Il se suicide. Sa femme est à ce moment-là, Lotta est à ce moment-là en Angleterre avec une autre fille. Et finalement, donc Barbara arrive à quitter l'Allemagne et elle va monter en Eretz Israël. À la fin du lycée, elle rejoint le Palmar en 1944. Et dans le cadre du Palmar, elle reçoit une mission en 1946, le 24 mars 46. Il y a un bateau de la LIA clandestine qui doit arriver à Tel Aviv. On a décidé de frapper un grand coup. On ne va pas envoyer le bateau de la LIA clandestine sur une plage isolée. On va l'amener en plein cœur de Tel Aviv, sur la plage face à Tel Aviv, et voir si les Anglais sont capables de s'opposer à toute la population de Tel Aviv qui viendra essayer de récupérer les Olim clandestins et les cacher. Ce bateau s'appelle le Wingate, du nom de Ord Wingate, sur lequel on a fait une conférence, la Hayadid, l'ami, qui avait formé les premiers soldats hébreux dans le cadre de l'armée anglaise déjà en 1937. Et donc, Barbara, qui a changé son nom en Bracha, se trouve à Tel Aviv, rue Marmourek, et là-bas, elle est chef de section, et avec sa section, elle patrouille, elle doit empêcher les Anglais de s'approcher du bord de mer pour permettre au bateau Wingate de faire débarquer les Olim. Le problème, c'est que arrive une patrouille anglaise à bord d'un véhicule blindé et ils ouvrent le feu sur la patrouille de Bracha. Bien sûr, des soldats du Palmar, avec toute leur bravoure, et toute leur abnégation face à un blindé qui crache le feu, ils n'ont pas de chance, ils n'ont aucune chance. Et finalement, euh, Bracha est blessée. Quand elle est blessée, je rappelle elle est chef de sa section, et elle dira à ses soldats, il vaut mieux mourir que d'être prisonnier, d'être envoyé à la prison à Bethléem. Bethléem, c'était la prison pour les femmes de la résistance juive. À la fin, donc, la bataille se finit très vite, elle est complètement inégale. Bracha est sur le terrain baigne dans son sang. Les Anglais la récupèrent, mais pas pour l'emmener à l'hôpital, pour l'emmener à leur quartier général pour l'interroger. Et elle ne recevra aucune aide médicale, et finalement elle se vide de son sang, et elle décède aux mains des Anglais qui n'ont pas trouvé important de soigner cette jeune fille blessée par un de leurs soldats, et elle meurt. L'histoire aurait pu finir là, mais elle a écrit une dernière lettre. Le problème, c'est que cette dernière lettre, je ne l'ai pas non plus.
Je ne sais pas si on l'a, mais je peux vous en dire la teneur. Cette dernière lettre, elle l'a écrite à son copain. Elle a un petit copain, il s'appelle Johnny. On va voir sa photo. Il est à droite. Guidon Pelli, mais dans le Palmar, tout le monde l'appelle Johnny. Il est aussi soldat dans le Palmar. Et son copain s'est fait choper par les Anglais parce que il s'entraînait entraînement militaire à Beth Arava. Il avait une arme illégale et donc il a été condamné à 7 années de prison. Il est à la prison Mouzon. Là, aujourd'hui, c'est le musée des prisonniers de la Résistance à Jérusalem, au Migrash Haroussim. Il est là-bas, la prisonnier. Et il reçoit une lettre, la dernière lettre de Bracha, qui lui dit après-demain, mardi, je viens te rendre visite à la prison. C'était le jour, ils avaient droit à une fois par mois à une visite de la famille, et elle lui annonce que, elle va donc venir. Donc la dernière lettre de Bracha n'est pas une lettre qui raconte, qui donne un message au peuple d'Israël. C'est une lettre d'amour à son fiancé, à son petit copain. Je viendrai te rendre visite. Le problème, c'est que Gidon Pelé, Johnny l'attend et elle ne vient pas. Elle ne vient pas et il ne sait pas pourquoi. Donc le mardi elle est enterrée, c'était le lundi, c'était l'amérissage du Wingate. Le mardi, Bracha est enterré, mais Johnny ne le sait pas. Par contre, 2 jours plus tard, le jeudi, il est de corvée à la cuisine. Et oui, dans la prison, il y a des corvées. Lui, il est corvée de cuisine. Et donc, il reçoit un cajot de légumes du marché. Et ceux qui se rappellent, dans le temps, dans le cajot, au fond du cajot, on mettait un papier journal pour si jamais il y a du jus qui coule, etc. Et donc, il récupère la feuille de journal. Ça, c'était toujours la manne pour les prisonniers qui voulaient savoir un peu des nouvelles de l'extérieur. Mettre la main sur un morceau de journal, c'est incroyable. Et quand il prend ce journal, alors là, ça le laisse pantois parce que ce qu'il voit, il voit un encadré noir qui annonce le décès d'une soldat du Palmar. Et dans cet encadré, il voit la photo de Bracha et c'est là qu'il apprend que pourquoi elle n'est pas venue lui rendre visite et qu'elle ne viendra plus lui rendre visite. Il est allé la rejoindre. Comme elle ne pouvait pas venir le rejoindre, il était lui la rejoindre. Et 2 ans plus tard, en 1948, il est tombé, ou il est monté dans les combats du Castel à l'entrée de Jérusalem. L'écrivain israélien Nathan Alterman, qui écrit dans le journal, il a une page qui s'appelle La Tour à Cheville, la 7e colonne, qui est en fait des poèmes sur la situation. Et c'est vraiment une mine d'or historique. Alors d'abord à gauche, vous avez un livre qui raconte l'histoire de Brachafuld. À droite, vous avez un bateau de la Alia clandestine qui va venir plus tard, qui prendra le nom de Brachafuld, de la même façon qu'elle était tuée dans l'aile Wingate, la nuit où le bateau Wingate devait accoster. Il y aura un autre bateau qui s'appellera le bateau Brachafuld, qui arrivera en Eretz Israël. Et dans le poème de Nathan Altraman, Irak Ba'alirot Imdaman Itaz, Lo Nishkach B'Chatzer Haovedet, et à voir si son sang qui a giclé n'est pas oublié dans une cour. Irak Ba'al Irot, Imiad Ach, Bat Ochez, Im Yeshna Bracha, Fuld al Chof, comme Az, Vim Hi Od Kamoa Bodedet. Bon, je vais pas traduire, mais elle est immortalisée dans ce poème de Nathan Alterman. Et on passe au prochain personnage. Là, on a la dernière lettre. Les 2 personnages que vous voyez sont Moshe Barazani et Meir Feinstein. Moshe Barazani, membre du Lehi, Meir Feinstein, membre de l'Irgun de Menachem Begin. Les deux ont été arrêtés par les Anglais pour 2 raisons différentes, dans 2 actions différentes, mais les deux sont condamnés à mort. Ils se retrouvent donc à Jérusalem dans la prison dont je viens de parler, où était Johnny. Et là-bas, ils ne sont pas avec les autres, ils sont dans la cellule des condamnés à mort, habillés de l'habit rouge, et condamnés à être, comme dit le code anglais, condamnés à être pendus jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ils décident de ne pas laisser cet honneur aux Anglais de tuer 2 soldats juifs. Et ils réussissent à faire rentrer dans la prison. Ils demandent à leurs amis de leur faire entrer de quoi faire une grenade. Bien sûr, on ne peut pas faire passer une grenade dans la prison, il y a des contrôles. Mais ils font passer d'abord la poudre
et les composants de la grenade, et un chimiste, les composants de la grenade, et un de leurs compagnons de cellule qui est chimiste prépare une grenade, il en prépare deux, et cette grenade, il la cache dans une orange. Il prend une orange, il les vide et il met la grenade dedans. Et leur plan est, au moment où les Anglais vont venir les emmener pour les pendre, ils vont faire sauter cette grenade et emmener le maximum d'Anglais avec eux dans la tombe, ce qu'on appelle en hébreu Mot Shimshon, la mort de Shimshon, Samson, le prophète biblique, qui a fait écrouler, qui s'est appuyé sur les colonnes du temple de Dagon à Ashkelon et a fait s'écrouler le temple. Et comme dit le texte, et il a emmené avec lui plus de Philistins dans sa mort que dans sa vie. Et c'est la façon dont il décide de mourir. Le problème est que l'aumônier juif de la prison est convoqué, le Rav Ariel Levin, il refuse d'y aller, il dit je ne peux pas, je ne peux pas leur parler, ça me casse, ça me fend le cœur. Et c'est le Rav Goldman qui est envoyé dans la prison. Il vient le soir avant dire avec eux le vidouille. D'ailleurs, le Rav Goldman raconte qu'en fait, il est venu pour les consoler, mais c'est eux qui le consolent en le disant ils meurent pour une grande cause, pour la bonne cause. Et il dit, lui, il sort renforcé par ces deux personnes. Et il leur annonce que le matin, il sera présent au moment de l'exécution. Ils lui disent, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, ne venez pas. Il dit non, je veux venir parce que je ne veux pas que les dernières images que vous emportez de ce monde sont les visages de ces Anglais qui nous haïssent, qui vous haïssent. Je veux que vous voyez devant vous un visage d'un juif qui vous aime et qui a pitié de vous. Et il annonce donc qu'il va venir le matin à l'exécution. Du coup, ils comprennent que c'est foutu, ils ne vont pas tuer le rabbin Goldman avec les Anglais. Et vers minuit, toute la prison, les prisonniers racontent qu'ils entendent chanter d'abord la Tikva, puis Adonolam Asher Malach, et à la fin du Adonolam, repris par les autres prisonniers de la prison, une grande explosion, et ils font sauter la grenade entre eux deux, et décèdent à ce moment-là. Ils ont laissé une lettre, une dédicace. Vous voyez la date c'est de cette lettre manuscrite. D'abord, vous voyez qu'elle est écrite et en hébreu et en anglais. Elle est écrite par Meir Feinstein. Et elle écrit en anglais, il y a marqué Betzel Hagardom, à l'ombre de l'échafaud, 21 avril 47. Donc il écrit vraiment quelques heures avant l'heure des exécutions, quelques heures avant qu'il fasse sauter la grenade. Et il écrit le Chayal Ha'engli, au soldat anglais, Ha'omed Ha'mishmar, qui nous garde. L'ifne alotenu le gardom, avant de monter sur l'échafaud, Kabel et Tanach, le Miskeret, reçoit ce Tanach comme souvenir. Uzcho, Shamadnu Bechavod. Et rappelle-toi que nous sommes allés dignement. Zatanu Bechavod, nous sommes allés dignement. Tov Lamut Imneshek Biadaim, il est bon de mourir les armes à la main. Macher Lichiot Im Yadaim je ne sais plus, enfin, il vaut mieux, bien sûr, vous avez compris, il vaut mieux mourir en se battant que mourir exécuté par les Anglais. Ils écrivent ça comme c'est dédié à un soldat anglais. Ils écrivent aussi en anglais, It's good to die with ammunition in our hands than to stay alive surrendered. Il vaut mieux se battre que se rendre. Pourquoi ils écrivent cette dédicace dans un Tanakh? C'est le Tanakh, c'est le Tanakh dans lequel lisait Meir Feinstein. Il avait demandé au rabbin de lui donner un Tanakh. Et ce soldat anglais est un soldat sympathique qui s'est montré bienveillant envers les deux prisonniers. Donc ils vont faire deux choses. Juste avant de faire sur la grenade, ils vont d'abord lui offrir ce Tanakh en souvenir et lui demander s'il te plaît, va donc voir au bout du couloir si on y est, quoi. Laisse-nous un petit peu tranquille, nous deux. Et le soldat s'éloigne et ils font sauter la grenade parce que lui, ils ne veulent pas le blesser. Lui s'est conduit correctement avec eux. Et il y a quelques dizaines d'années, vingtaine d'années, ce soldat est venu à Jérusalem et a dit à la famille de Meir Feinstein, je pense que ce Tanakh vous revient, et il a rendu le Tanakh à la famille. Aujourd'hui, ce Tanakh est au musée et dédicacé par Meir Feinstein juste avant de mourir. Alors voilà le dernier message de Meir Feinstein. Il est bon de mourir les armes à la main, et on voit le respect qu'il a pour ce soldat anglais qui n'était pas aussi pourri que les autres dans la prison. On se rappelle l'histoire de Meir Feinstein et de Moshe Barazani parce que Menachem Begin, quand il va décéder, il va demander à être enterré non pas au mont Herzl
au carré, au panthéon des grands de l'État d'Israël au mont Herzl, mais il va dire, je vais être enterré à côté d'eux au mont des Oliviers. Il se trouve effectivement au mont des Oliviers, la tombe juste à côté des tombes de Meir Feinstein et de Moshe Barazani. Mais une autre chose, c'est que aux élections, en, 2000 en 1000 je suis en train de dire une bêtise, 1982, oui. Doudou Topaz, qui est un artiste, qui est un acteur, et les acteurs, vous savez, ils sont d'un certain côté politique. Donc, il anime un grand meeting de la gauche israélienne, dans lequel il dit, ici, dans ce meeting, il y a les gens bien, et Metsudat Ze'ev, au Likoud, au Bétar, là-bas, c'est les Tchartchachim, c'est les vauriens. Et Begin, qui est un orateur incroyable, va utiliser ça. Le lendemain, il y a le meeting du Likoud. Il va dire, il nous traite de Tchartchachim. Vous savez qui c'est qu'il a traité de Tchartchachim? Il a quitté de traiter de Tchartchachim Meir Feinstein et Moshe Barazani, un juif irakien, un juif ashkénaze, qui sont morts ensemble, en combattant, en frères, en héros. C'est ça les Tchartchachim, et on va leur prendre le pouvoir, ce qui s'est passé effectivement. Il va gagner les élections. On va écouter ce 2 minutes de ce discours de Begin. Ira et Doudou Topaz. עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. איינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לו? אשכנזי. משה ברזני היה ספרדי מעיראק. הלילה לאחר שנידונו למוות והיו צריכים בבוקר להוליך אותם אל התלייה, והרב התעקש לומר שהוא יבוא להוביל אותם, והם לא רצו לפגוע ברב. הם לקחו בין ליבותיהם רימון יד, לחצו. אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים. Ça, c'est resté au panthéon des discours en Israël. Ashkenaz, un Irakien, Yehudim, des Juifs, des frères, des combattants, avec tout le pathos de Menachem Begin. Et nous passons au personnage suivant. Le personnage suivant, c'est une jeune fille, Esther Tsalingold, qui vient d'une illustre famille qui remonte au Taz, un très grand décisionnaire de la Halacha, en Pologne. Et elle est née en Angleterre, à Whitechapel, à Londres, en 1925, et elle décide de faire son aliyah. Elle postule pour un poste d'enseignante d'anglais à l'école Evelina de Rothschild à Jérusalem. Elle est acceptée et comme ça, elle arrive à Jérusalem. En 1948, quand la vieille ville est assiégée, elle réussit. Il y a des convois que les Anglais font rentrer dans la vieille ville pour amener le pain, pour amener des denrées la vieille ville assiégée. Et elle se joint à un convoi, mais elle vient en tant que combattante. Et au début, elle n'est pas combattante, elle fait de la logistique, mais quand le combat s'engage dans la vieille ville de Jérusalem, elle se joint, elle prend une mitraillette et elle se joint aux combattants. Et le 26 mai, elle est blessée mortellement dans une maison qui explose. Elle est emmenée à l'hôpital. Euh, Et le 28 mai, donc 2 jours plus tard, quand le quartier, la vieille ville se rend aux Jordaniens, les blessés sont évacués vers l'école dans le quartier arménien. Et là-bas, le lendemain, c'est Shabbat. Et Esther Tsalingold souffre énormément.
Mais il n'y a plus de morphium, de morphine, pardon. Et donc le médecin dit, je ne peux pas donner de morphine, j'en ai plus. Ce que je peux te proposer, c'est une cigarette, si ça peut te calmer tes douleurs, prends une cigarette. Et Esther lui répond, je n'ai jamais transgressé le Shabbat, c'est pas quelques heures avant de mourir que je vais le faire. Et donc elle supporte ses douleurs et elle décède dans l'hôpital arménien. Elle est enterrée avec les soldats de l'époque. Ils seront transférés en 1950 au Mont Herzl. Et quelques semaines plus tard, sa dernière lettre arrive chez ses parents. Ah oui, parce qu'à l'époque, la poste, c'est pas le WhatsApp instantané. Il faut une lettre. Elle écrit une lettre et cette lettre arrive quelques semaines après. Quand les parents savent déjà qu'elle a été tuée, ils reçoivent la lettre suivante. Alors, je donne l'original en anglais, je la traduis en direct. Chère maman, Je cher te coupe une papa. minute. Oui, Je crois que la lettre, elle l'a écrite à l'hôpital quand elle était blessée, c'est ça oui, ou pas? oui, 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 exactement. Donc elle sait déjà qu'elle va mourir, quoi, en fait. Non, Presque. non, elle sait pas qu'elle va mourir. Elle a été blessée une première fois légèrement. Elle l'a récupérée et est retournée au combat. Mais elle voit un copain à elle qui est tué. Et c'est ça qui lui dit peut-être Ok, que moi aussi je vais y rester. Et alors elle écrit cette lettre. j'ai Donc c'est compris. pas Ok. quand elle est déjà blessée, c'est un petit peu avant, parce qu'elle a vu un copain blessé et un copain mourir et qu'elle dit ce qui est arrivé à mon copain, ça peut m'arriver à moi aussi. Ok? Donc elle écrit cette lettre, chère maman, cher papa. Si vous recevez cette lettre, qui est typique de la situation dans laquelle j'écris à la hâte. Quoi qu'il m'arrive, euh, comprenez que je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Nous avons eu une bataille très difficile. Nous avons goûté à l'enfer, mais ça en vaut la peine. Parce que je suis complètement convaincu qu'à la fin de tout ça, nous allons voir un État juif et la réalisation de tous nos rêves. Je serai un de ceux qui sont tombés en sacrifice. Je saute. Ne croyez pas que j'ai pris des risques inconsidérés, mais on n'a pas le choix. On est très peu nombreux et il faut faire des choses dangereuses. Je saute encore un petit peu. Ayev, là, j'ai vécu ma vie complètement, même si c'était très bref. Et je pense que c'est la meilleure façon de vivre sa vie. Short and sweet, courte mais douce. C'est très doux d'être ici dans notre pays. Profitez bien de ma sœur Mimi, de son beau-frère Asher, euh, et soyez sans regret. Et alors moi aussi, je serai heureuse. Je me rappelle de vous avec amour, etc. Et j'espère que vous viendrez un jour et vous pourrez profiter du fruit pour lequel nous nous battons maintenant, l'État d'Israël, bien sûr, avec amour, shalom, litraot. Esther Tselingold. Esther est donc décédée de ses blessures dans la ville de Jérusalem, en laissant cette lettre incroyable. Aujourd'hui, il y a une forêt qui porte son nom, il y a un Esther, dans la forêt du kibbutz Lavi. Le kibbutz Lavi a été fondé par des juifs qui sont venus d'Angleterre, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi à côté de chez eux de mettre une forêt en son nom. Il y a une bourse à la Yeshivat Kotel et encore d'autres endroits du souvenir. Je continue avec Uri Ilan. Uri Ilan est un soldat de Golani qui est membre, qui a grandi au kibbutz à Gan Shmuel et il participe à l'opération Tsar, une opération en Syrie. Je rappelle que la Syrie, c'est pas aujourd'hui la Syrie d'aujourd'hui, aujourd'hui, ça allait presque aux portes de Damas. À l'époque, la Syrie, c'est jusqu'au bord du Kinneret. On n'a pas encore le Golan. Et dans l'opération Tsar, l'opération Criquet, le but, c'était de remplacer un système d'écoute des lignes téléphoniques. Il y avait un système d'écoute branché sur les lignes téléphoniques des Syriens, et puis il y avait une panne, il fallait changer ou changer les piles ou changer l'appareil d'écoute. Il y a une section de soldats qui est partie là-bas. Ils ont été trouvés par les Syriens. Il y a eu un bref combat et finalement ils ont été emmenés prisonniers à Quneitra sur le Golan et de là à Damas. À Damas, ils les ont mis chacun dans un cachot séparé et ils ont commencé les interrogatoires. Et il faut comprendre, pour comprendre ce que c'est à l'époque, aujourd'hui on parle, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer des otages? Est-ce qu'il faut céder à toutes les demandes du Hamas? Ou est-ce qu'il faut faire
la guerre à outrance et mettre le Hamas à genoux pour que c'est lui qui nous supplie de reprendre nos otages. À l'époque, en 1954, le ministre de la Défense Pinchas Lavon enjoint, non, permet, pardon, au général en chef, qui est Moshe Dayan, de détourner un avion militaire syrien pour avoir des prisonniers à échanger contre nos soldats de prisonniers. Dayan, comme Dayan, il ne va pas se casser la tête, il ne va pas chercher un avion militaire syrien. Il prend le premier avion civil syrien qui vole un peu trop près d'Israël. Il le force à atterrir à l'aéroport de Lod, il n'y a pas encore Ben Gurion. Et une fois qu'il a des prisonniers, il va au gouvernement, voilà, on a des prisonniers pour l'échange, mais le Premier ministre, à l'époque, Moshe Charet, demande de renvoyer l'avion en Syrie. Il dit, nous ne sommes pas des pirates, nous on ne se conduit pas comme ça, on se conduit comme des gens bien, et on ne va pas prendre des civils qu'on a pris dans un acte de piraterie pour les échanger contre des soldats, et il refuse. Et à la différence aujourd'hui du Mater Hatoufim qui veut mettre les familles des otages qui mettent l'État à genoux pour ramener les 59 otages. La mère de Uri Ilan, qui avait été précédemment membre de la Knesset, soutient le gouvernement et dit je comprends et c'est normal. Mais alors arrivent des organisations internationales qui connaissent sa mère, puis c'est une membre de la Knesset, c'est quelqu'un de connu, et ils lui proposent d'œuvrer pour libérer Uri, pardon. Et sa maman aura cette réponse de nouveau incroyable aujourd'hui. D'accord, mais à condition que vous œuvrez pour libérer tous les prisonniers. Pas seulement ceux qui ont une nationalité française, comme demande Macron, ou seulement ceux qui ont une nationalité américaine, comme demande Trump. Vous libérez mon fils, mais avec tous les autres. Il n'y a pas de privilège pour Ourilan. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme j'expliquais, il se vise des interrogatoires et Uri Ilan, les Syriens lui racontent que ses copains ont déjà craqué, ça sert à rien qu'ils s'entêtent parce que de toute façon les secrets ils les connaissent et il ne sait pas vraiment ce qui se passe parce que j'ai expliqué qu'ils les ont isolés, mais de peur de craquer sous la torture, ils décident de se suicider. Et quand les prisonniers seront échangés, finalement, il y aura un échange de prisonniers contre des prisonniers syriens, contre des soldats syriens. Et quand on recevra Ilan, on trouvera sa dernière lettre qui est dans ses habits. Il a écrit, en poinçonnant des trous de lettres, et il a écrit la chose suivante. Kvar hargu et kulam, ils ont tué tous les autres. J'attends d'être jugé. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Enterrez-moi à côté de Gabi au kibbutz Gan Shmuel. D'ailleurs, il enterre à côté de Gabi à Gan Shmuel. C'était toujours copain d'enfance. Ils vont me tuer. Vengez-moi. Ça, c'est le message qu'on trouvait. Mais entre un autre message dans lequel il y a comme ça 9 petits messages qu'il a réussi à coudre à l'intérieur de ses habits. Et dans un de ces messages, il y a marqué Lobagati itabadti. Je n'ai pas trahi, je me suis suicidé. Rappelons-nous Marianne Cohn au départ, je trahirai demain, pas aujourd'hui. Et Urilan, qui comprend qu'il est en train de craquer, décide de mettre fin à ses jours et de ne pas trahir. Et finalement, il sera échangé et enterré dans son kibbutz de Givat, de Gan Shmuel. Aujourd'hui, il y a un chemin de promenade, Shvil Uri Ilan, en Galilée, dans la région où il habitait, la région où il aimait se promener. Shvil Uri Ilan, on peut se promener sur les traces de Uri Ilan. Le prochain personnage, vous êtes encore avec moi, là j'espère que je ne me fatigue pas trop, c'est un soldat qui a combattu à Jérusalem pendant la guerre des 6 jours, Givat Atachmoshet, le grand combat pour la libération de Jérusalem. Pardon. Ophir Feininger, qui est déjà marié, je crois qu'il a un enfant, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a laissé une lettre qui n'est pas la lettre qu'il écrit juste avant de tomber, parce que lui, quand il est mobilisé dans la période qui précède la guerre des 6 jours, il croit qu'il n'y aura pas la guerre. Il dit à sa femme, qui est très affolée, je ne crois pas qu'il y aura la guerre, ça ferait un bain de sang, et personne n'en veut, ni les Arabes. Qui c'est qui veut voir des gens mourir, donc la guerre n'aura pas lieu. Il n'a pas très bien compris que les Arabes ne réfléchissent pas exactement comme nous, et c'est pas ça qui leur fait peur, ni de tuer, ni d'être tué.
Mais il y a une lettre qu'il a écrite à Yaël, encore, je crois, avant qu'il soit marié. Et cette lettre, elle est dans un livre posthume. Il était dessinateur et il y a un livre de ses dessins. Dessinateur pas professionnel. Il dessinait son âme. אני כותב אלייך, משום שאין אדם בעולם הזה שאוכל לומר לו את אשר מתרחש בי כעת. Je t'écris à toi parce que je pense que personne d'autre n'est capable de comprendre ce qui m'arrive. Il s'agit du Yom HaShoah. Yom HaShoah, dans les années 60, c'était encore avant le procès Eichmann. En Israël, on a du mal avec ces juifs qui se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir, mais lui est quelqu'un de sensible et il a mal au cœur quand il lit tout ce qu'il lit sur la Shoah. Et il écrit la chose suivante. Ani margish, je ressens. Ki mitor kol hazvot v'choser onim tzomach v'oleh bikoach atzum liot chazak. Que quand je lis toute cette tragédie dans l'Europe nazifiée et dans l'Europe qui a massacré les Juifs, et quand je vois ces Juifs qui ne peuvent rien faire pour sauver, ça me donne des forces incroyables d'être fort. Fort, mais fort jusqu'à en pleurer. Aiguisé comme une lame de couteau. Silencieux et terrible. Comme ça, je veux être. Je veux savoir que on ne me regardera plus. Les Juifs ne me regarderont plus avec les grands yeux derrière les barbelés électrifiés. Ils ne regarderont plus comme ça parce que moi, je serai fort. Et si on est tous forts, on sera des Juifs forts et fiers, plus jamais on sera conduit à l'abattoir. Et il raconte que il regrette, après avoir compris ça, il regrette les minutes qu'il a gaspillées dans son entraînement militaire. Il aurait pu faire encore, peut-être encore quelques minutes d'entraînement pour être encore meilleur, encore plus fort, encore plus silencieux et encore plus efficace contre les ennemis d'Israël pour protéger les enfants du peuple juif. Donc c'est une lettre qu'il a écrite un petit peu avant, mais je pense qu'elle exprime bien qui était Ofer Feininger. Il y a un livre qui rassemble ses dessins. Vous pouvez l'acheter au musée de Givat Atarmodjet. On passe à la personne suivante. Il s'agit de Yoni Netanyahu. Yoni Netanyahu, le frère de Benjamin Netanyahu, notre Premier ministre, qui a combattu, qui a dirigé, commandé l'opération ANTB, qui aujourd'hui s'appelle Mifza Yonatan, opération Yonatan, à son nom parce qu'il a été abattu par les soldats de Idi Amin Dada à Entebbe. Et de nouveau, Yoni Netanyahu nous a laissé une lettre, qui n'est pas une lettre qu'il a écrite juste avant de tomber. Il y a un livre, un recueil des Mirtav Yoni, il écrivait beaucoup à sa copine, et ça a été recueilli, il y a déjà plusieurs éditions de ce livre, ça c'est une des premières, il y en a de nouvelles. Et il écrit Ani nechal mi bifnim, ça me mange, ça me démange, Ani chai lotal de vivre sans but. Koev zoex, ça me fait mal, ça crie en moi, je suis désespéré. Adam, je saute vers ce qui est en gras. Adam enochai olam. On ne vit pas dans une éternité. Et il faut utiliser chaque instant de notre vie. Il faut essayer d'en faire quelque chose de bien. Ketzad le matzototam, quoi faire de notre vie, je ne peux pas te le dire. Si je le savais de façon claire et nette, la moitié de l'énigme de la vie serait déjà résolue. Je sais juste que je ne veux pas arriver à un âge avancé, regarder autour de moi et découvrir que je n'ai rien fait de ma vie. Que je suis comme tout le monde, métro boulot dodo, que je cours comme un insecte sur le parquet, mais voilà, il veut une vie remplie, qui a une vie qui a un sens. Ça, c'est un des messages que nous laisse Yoni Netanyahu. Cette lettre est très importante. C'est peut-être pas la dernière lettre, mais c'est un message posthume de Yoni Netanyahu qui est très important parce que ce livre a été traduit en anglais. Et il est lu par un jeune homme en Amérique, un jeune juif américain qui s'appelle Michael Levin. Et Michael Levin lit cette lettre et il dit, ben oui, il faut donner un sens à ma vie. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en Israël et il décide de s'enrôler dans l'armée. Voilà Michael Levin, vous le voyez à gauche. Et Michael Levin, qui est né en Pennsylvanie, arrive en 19 ans en Israël et il veut s'inscrire dans l'armée. Mais quand il arrive au bureau de recrutement, il n'a pas les papiers nécessaires, il n'a pas encore de papiers pour rentrer. Sa carte d'identité n'est pas encore prête, etc. Donc, on le refoule à l'entrée. Qu'est-ce qu'il fait? Il escalade le mur et il rentre par la fenêtre. Il arrive dans le bureau de recrutement, il dit, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je veux m'enrôler dans l'armée.
Alors, l'officier lui dit, écoute, t'as rien à faire ici, mais je peux te dire une chose. Tu es le seul qui passe par la fenêtre pour t'enrôler. Les autres, en général, ils rentrent par la porte. Ils font tout pour pas rentrer par la porte, pour pas se faire enrôler, pour se défiler. Alors, c'est tous des tirs au flanc, et toi, tu rentres par la fenêtre pour t'enrôler. C'est bon, reste, je m'occupe de régler tes papiers, et il s'enrôle dans l'armée. Il sera parachutiste en 2004. Et en 2006, quand il éclate la deuxième guerre du Liban, il est à la maison aux États-Unis, enfin, chez ses parents, en vacances. Il entend qu'il y a la guerre, il dit, je ne peux pas rester là-bas. Il fonce dans le premier avion pour rentrer en Israël. Et malheureusement, le jour de son retour, il est tué dans une embuscade au sud du Liban et il est enterré au mont Herzl. Au Mont Herzl, les groupes Taglit, Birthright, les groupes américains qui viennent, des étudiants américains, vont toujours. Le Har Herzl fait partie des visites obligatoires de Taglit, et tous les groupes Taglit vont là-bas. Et un jour, il y a un jeune américain dans un groupe, un jeune juif américain dans un groupe, Donald Steinberg, qui voit ça, il dit, ben, il a raison, il faut la même chose. Et lui, il rentre à la maison et il vient s'engager lui aussi dans l'armée israélienne. Donald Steinberg, vous voyez sa photo ici. Et lui, malheureusement, tombera à Tzuk Etan, à l'opération Bordure Protectrice à Gaza en 2014. Et donc, on a Yoni Netanyahu qui nous a cette lettre de motivation, qui a motivé Michael, qui a motivé Donald Steinberg. Malheureusement, les trois ne sont plus avec nous, mais il donne un message de force de tout donner pour ce pays magnifique. Les deux sont revenus se battre alors qu'ils n'étaient pas obligés parce qu'ils ont senti qu'on avait besoin d'eux ici. J'arrive à une opération qui s'est passée à Jenin après la seconde intifada. Le soldat que vous voyez, le premier à gauche, s'appelle Gadi Ezra. C'est un garçon qui est un petit peu corpulent et il s'est beaucoup battu pour être combattant. La Tzal ne voulait pas en faire un combattant, mais il s'est battu pour être combattant. Il s'est battu à Jenin et il écrit, il laisse, voilà sa photo à droite, il laisse une lettre à sa copine Galit. Et cette lettre, vous pouvez la trouver sur Internet en français. Donc, j'ai pris la version française. Ma Galit, chérie, si cette lettre te parvient, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Ce matin, nous avons été informés que l'opération planifiée hier sera exécutée aujourd'hui avec l'aide de Dieu, etc., etc. Et je vais à la fin, bien sûr, comme d'habitude. Ma chérie, réponds ce message. Pas de désespoir. Sois toujours dans la joie. C'est ce que je te demande, même si c'est difficile. Je suis persuadé que je peux te le demander, car je connais ta joie de vivre et le bonheur naturel qui émane toujours de toi. C'est cette joie de vivre, ce bonheur que j'ai tant aimé, qui m'ont attiré lors de notre première rencontre. Ma chérie, mon amour, je t'aimerai toujours. Promets-moi de continuer à vivre, de ne pas laisser la tristesse te gagner. C'est toi qui vaincras. C'est ce qui arrivera. Ce qui arrive, c'est ce qui arrivera, c'est une juste victoire. Je t'aime pour toujours, pour l'éternité. Je suis toujours avec toi. Vous avez compris que Gadi Ezra n'est malheureusement plus avec nous. Il est avec nous, mais dans un endroit bien meilleur que là où nous sommes nous. Il y a aujourd'hui une association qui s'occupe de rapprocher des jeunes juifs de tous bords en Israël, religieux, moins religieux, plus religieux. L'opération Bigadta Ezra Meged. Je continue avec Emmanuel Moreno. Emmanuel Moreno, dont on a entendu parler, le soldat qui tellement d'années après, il est tombé maintenant, il y a près de 20 ans, 19 ans, au Liban, une opération secrète. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de publier sa photo. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'hélicoptère, il demande à son copain une question, il pose à son copain une question. Qu'est-ce que tu ferais si tu sais qu'il te reste 5 secondes à vivre? Son copain le regarde, il reste 5 secondes, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans 5 secondes qui restent à vivre? Et Emmanuel Morel va lui répondre, ben, tu vas dire Shema Israël, c'est ce que lui a fait. Et il lui dit à ce copain, si, ou pitom אתה שואל מה תעשה אם נותרו 5 שניות בעולם הזה, ותדע שאתה עוזב אל עולם אחר. Qu'est-ce que tu fais si tu sais qu'il te reste 5 secondes avant de quitter ce monde-ci? Euh, alors il raconte l'histoire. C'est son copain qui raconte l'histoire. Il dit L'archov ben comprend Shema Israël, Shema Israël. Où est-ce qu'il le dit? Ah.
בלילה ההוא במסוק שוב עולה רוח של קיץ מתעקש להישאר משמעות החיים. מה שאתה דורש, אני חושב, הכל נחתם מלמעלה. Bon, je m'excuse, je suis déjà embrouillé, je vais trop vite et je suis fatigué. En fait, ce que Imam Renaud dit à son copain, si tu ne sais pas quoi faire dans les 5 secondes qui te restent, c'est que les 20 ans que tu as vécu avant n'ont aucune signification. Si ta vie a une signification, les 5 secondes qui te restent ont aussi une signification. Et il a lu bien sûr le Shema Israël, et aujourd'hui ça a été mis en musique. On n'a plus tellement le temps. Ceux qui veulent la chanson, vous cherchez le chant sur Internet. Chamesh Shniot Lichiot, 5 secondes pour vivre. J'espère que vous me pardonnez de glisser encore quelques minutes, mais je vais quand même arriver à l'opération actuelle, la guerre Harvot Barzel. Le soldat à notre gauche, c'est Ben Zisman. On entend beaucoup sa mère sur les réseaux sociaux, à la télé. Là, c'est un enchaînement sur Khan Echad. Et Ben Zisman avait fini son service militaire au printemps 2023. Donc il n'est plus appelable, puisqu'en général, un soldat qui finit son service militaire, il reçoit un an à la maison, tranquille, avant de commencer les Milouim. Donc non seulement il n'est pas appelé, mais il n'a pas d'affectation, puisqu'il a quitté l'armée. Il n'a pas encore été affecté dans une unité de réservistes, mais il entend qu'il y a la guerre. Il dit quoi, moi je reste en dehors, et il se pointe pour être comme volontaire dans son ancienne unité. Je m'excuse, j'ai pas le temps, et il va écrire une lettre à ses parents. Anikotev lachem et haoda azo badat la basis. J'écris cette lettre en route vers la base. Imatem korim et ze kanire kara machos. Si vous lisez, apparemment il m'arrive quelque chose. Malheureusement, ça revient dans toutes ces lettres. Il va leur dire surtout ne tombez pas dans le désespoir. J'ai eu le mérite de réaliser un rêve et mon rôle dans le monde. Et sachez que je vous regarde d'en haut, je souris d'un grand sourire. Apparemment, j'ai rencontré Pépé et nous sommes assis ensemble et chacun raconte un peu ses expériences dans les différentes guerres qu'il a fait lui et que j'ai fait moi. Imchaz v'chalil atem yoshvim shiva, si par malheur vous faites, si Dieu en préserve, vous êtes en shiva, alors faites une shiva joyeuse où vous rencontrez les amis, la famille, et faites-le avec beaucoup à manger, avec bien sûr des grillades de viande, avec de la bière, avec des garinim, du thé, avec beaucoup de gâteaux de maman, beaucoup de rigolades, écouter les histoires et rencontrer tous les copains que vous ne connaissez pas encore. Ah voilà, je vous envie, j'aurais bien aimé être avec vous à ce festin. Et il écrit encore quelque chose de nouveau qui est incroyable aujourd'hui quand on voit toute la cabale des parents, des otages, etc. Et il écrit ça, je rappelle, il est tombé dans les 3 premiers mois de la guerre, tout à fait au début. Il écrit L'homme mukhan chez Shuchuru Mechavlim Tumatir, je ne refuse qu'on libère si jamais je suis prisonnier, je refuse qu'on libère des terroristes en échange de ma personne. Beshum derer, tsura oiska, dans aucune façon, dans aucun marchandage. Et je le dis encore une fois, je suis sorti de la maison sans avoir été appelé, convoqué pour les Milouim. Je suis fier et je sens que je remplis une mission. Et j'ai toujours dit que si je dois mourir, au moins que ce soit pour défendre les autres et l'État d'Israël. Et il cite les paroles d'une chanson. Yerushalayim, Ifkati Shomrim, c'est un verset de Télim où Dieu annonce qu'il a nommé des gardiens sur les murailles de Jérusalem. Et dans le chant, c'est un soldat qui raconte, je connaissais ce verset, mais je n'avais jamais pensé qu'un jour je serais un de ces soldats sur les murailles de Jérusalem. Ethan Rosenzweig, lui, n'a pas écrit de lettres. Ethan Rosenzweig est un dessinateur. Et il nous a laissé une fresque qui raconte l'histoire du peuple juif, une fresque de 2 mètres de long. Il a appelé ça Kuma Miafatsim Kankantom. C'est une fresque qui raconte l'histoire du peuple d'Israël. J'ai pas le temps, c'est aujourd'hui en exposition, on peut acheter des copies. Là, il y a un extrait avec des personnages connus, avec des versets. Enfin, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui raconte dans cette fresque énorme. Donc, c'est pas uniquement des lettres qui nous restent, des fois, c'est des dessins. Pardon. Aner Shapira, qui n'a pas entendu parler d'Aner Shapira, qui vient dans la Migounite, dans cet abri sur la route à côté de Reim, où se cachent 30 survivants de Nova qui sont affolés. Il leur dit, calmez-vous, tout va bien, je suis là. Et quand les terroristes arrivent et commencent à jeter des grenades, une après l'autre, Aner récupère les grenades et les jette sur les terroristes.
La scène était filmée par la voiture. Il a laissé sa voiture, une voiture, quelqu'un a laissé sa voiture pour foncer, se cacher dans l'abri. Et la caméra de la voiture filme. Donc on a toute cette, on voit un air qui relance les grenades. Malheureusement, après 7 grenades, retour à l'envoyeur, les terroristes ont compris que il les renvoie. Donc quand on découpe une grenade, il y a 3 secondes et demie avant qu'elle explose. Donc il la garde dans la main, il compte un, deux et il la jette quand un air n'a plus le temps de la renvoyer et il sera tué. Et après, il rentre dans la migounite, mitraille tout le monde. Il y aura des survivants parce que tout le monde n'est pas mort. 25 sont morts, mais il y a des survivants qui viendront rencontrer la famille et raconter l'histoire de Aner. Aner, lui, écrivait des chansons. Et il y a une chanson, il faut entendre quelques mesures de cette chanson, Sinat Achim, où il parle des problèmes qu'on avait avant la guerre, de toutes ces dissensions dans la société israélienne. Bon, vous l'écouterez sur Internet, Sinat שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים ואחיות, אנחנו לא חיות, אבל תנו לנו לחיות שנאת אחים. Il chante Ani Lochem Negasa, je lutte contre Sinat Achim. On va les rappeler aujourd'hui, il y a les stickers, il y a une nouvelle façon de se rappeler. Le mot important d'un soldat, c'est plus seulement la lettre, mais ce qu'il nous laisse comme message. On voit des stickers qui sont sur tous les murs, sur les abris de bus, un petit peu partout. Vous voyez, j'ai quelques exemples de ces stickers. Pardon. Euh, et je termine avec Yehuda Bachar. Yehuda Bachar, qui est un enfant qui a grandi dans le monde Haredi, qui a une neshama incroyable. Et un jour, un copain bariolé de tatouages lui téléphone. Il dit Yehuda, j'ai pas le moral, remonte-moi le moral. Alors Yehuda, qui est dans la voiture, lui enregistre, lui fait passer en live dans le WhatsApp une chanson. Et donc c'est dans le téléphone de son copain. Et je pense que on va garder ça comme dernier message, le message de Yehuda Bachar. מה שנתת בי טהוריי אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי אתה בראתו, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזיר הבלעדי לבוא. Donc c'est un verset de la prière qui a été mis en musique par le groupe Alma. Et vous voyez, il est en train de rouler et il a écrit ça comme message pour donner du courage à son copain. Elohai neshama shenatavi Torah, mon Dieu, l'âme que tu m'as mis en moi, elle est pure. Dieu la protège. Un jour, il la prendra, mais il me la rendra au moment de la résurrection. Yehuda Bachar a été assassiné à Nova, au festival Nova, à Reim. Je pense que ce message qui nous laisse est incroyable. Elohai, Neshama Shnatatavi Tehorahi. Et avec cette chanson, je finis, j'arrête cette conférence.